les indépendances, il y a eu d'abord, si on veut parler de la position de leadership des femmes, ça a d'abord été un leadership politique. C'est depuis les indépendances, c'est les femmes qui ont amené, si on voit même le droit de vote en Afrique, au Sénégal plus précisément, ce sont les femmes qui se sont battues vraiment pour l'avoir. Ensuite, le Parti socialiste a, dans sa politique d'accompagnement, de développement de la femme sénégalaise, a mis en place ce qui était ce qu'on appelait les les groupements féminins, et qui existent jusqu'à présent d'ailleurs. Et c'était une manière d'impliquer les femmes dans la vie de tous les jours, plus dans la vie économique de tous les jours, en mettant en branle tout un bras financier pour les accompagner dans tout ce qui était activité génératrice de revenus. Lorsque nous sommes arrivés au libéralisme avec Maître Abdoulaye Wade, nous avons vu aujourd'hui d'autres mécanismes prendre forme, d'autres mécanismes avec tout le système de microfinance qui, on peut dire, est le lit naturel de la femme entrepreneur, de la femme d'affaires. Et ensuite, de plus en plus maintenant, vous voyez dans beaucoup de domaines des femmes qui créent carrément leur entreprise, qui dirigent leur entreprise, qui sont des employeurs et qui créent de la richesse. Néanmoins, je mettrai aussi un bémol par rapport à tout cela. Avant de mettre ce bémol, je tiens quand même à dire que si aujourd'hui, et ce ne sont pas mes chiffres, ce sont les chiffres de l'ANSD, si aujourd'hui l'ANSD dit nous sommes dans une économie constituée de un peu plus de 98% de petites et moyennes entreprises, et dans ces 98% de petites et moyennes entreprises, un peu plus de 80 concernent le secteur informel. Et parmi ce secteur informel, il y a 70% des avoirs qui appartiennent aux femmes. Cela montre l'importance, l'implication des femmes dans la création de richesses dans notre économie, qui est une économie informelle. Maintenant, l'autre pendant, c'est de dire, c'est toujours des chiffres de l'ANSD qui disent que dans la création en termes d'entreprises formelles, 38% seulement concernent les femmes. Mais il y a quand même un aspect qui est intéressant à voir là-dedans. On voit qu'elles sont de plus en plus instruites. Aujourd'hui, vous allez trouver des femmes qui, au sortir des universités, créent leur entreprise, ou après avoir fait leurs humanités, occupées de hautes responsabilités, vont maintenant vers la création d'entreprises, ou d'autres qui, c'est le plus courant, d'autres qui, après une vie active en tant qu'employés, créent aussi leur entreprise. Mais elles sont de plus en plus instruites et cela, c'est dû aussi à toute une politique de l'État, des familles, pour scolariser de plus en plus les jeunes filles. Nous pensons que dans 1 ou 2 décennies, on trouvera beaucoup plus encore de femmes instruites, mais beaucoup plus de femmes dans le secteur privé et pourquoi pas de championnes d'entreprise. J'aime à dire, en tant que présidente de l'Union des femmes chefs d'entreprise, ce serait bien qu'on essaie de voir parmi les différents programmes mis en place par l'État, Fonds national de promotion de l'entrepreneuriat féminin, Fonds Crédit Femmes, aujourd'hui nous avons la BNDE, nous avons le Fonds GIP, nous avons l'ADER. Ce serait bien de voir combien d'entreprises dirigées par des femmes ont été créées, dans quel secteur elles l'ont été et combien d'emplois elles ont créés. Ce serait vraiment intéressant de pouvoir avoir cet aspect-là. Et c'est quand même une chose que nous demandons depuis ces dernières années, parce qu'énormément d'argent est injecté pour accompagner les femmes à la création d'activités génératrices de revenus. Mais à ce jour, on ne voit pas les résultats escomptés par rapport à ces politiques mises en place. Je pense qu'il nous faut
d'abord nous arrêter sur la typologie des entreprises que créent les femmes. Nous voyons que ce sont de petites entreprises dans des secteurs de services, services à la personne, services de fourniture de biens, et le gros lot, c'est en termes d'agriculture, donc dans le secteur primaire. Lorsqu'on s'arrête à cela, si je prends la plus grande masse qui crée, surtout dans le secteur primaire, surtout dans l'agriculture, qu'est-ce qu'on voit? Ce sont de petites unités. En général, c'est de l'agriculture familiale, où dans cette agriculture familiale, vous allez voir que la femme a 0,5 hectares où elle fait de l'agriculture, mais on se rend compte que c'est cette agriculture que font ces femmes-là qui, en fait, nourrit nos États. Donc, ce serait intéressant de nous arrêter pour se demander pourquoi ces femmes-là n'ont pas quitté l'agriculture vivrière pour aller vers une agriculture de rente qui ferait d'elles de réelles entreprises agricoles. Et pour cela, c'est tout un accompagnement. Et le premier accompagnement, c'est l'accès au foncier, l'accès à la terre. Jusqu'à présent, culturellement, on se rend compte que dans beaucoup de contrées, la terre n'appartient pas à la femme. Elle n'appartient pas à la femme, pas parce qu'il n'y a pas droit. L'accès aux ressources pour les femmes fait partie des droits humains. Donc, en tant que femme, elle devrait pouvoir accéder à toutes les ressources qui sont disponibles là où elle est, même parfois même au-delà. Mais il se trouve que culturellement, dans certaines sociétés, on va vous dire que la femme n'hérite pas la terre. La terre appartient au mari, au fils, voilà, ou à l'époux, au fils ou au père. Et cela va jusqu'à, même lorsqu'on distribue la terre, en général, les femmes sont absentes des conseils, des collectivités locales pour pouvoir accéder à cette terre-là. Et de plus en plus, d'ailleurs, nous demandons aux femmes d'écrire à ces collectivités pour demander de la terre. Mais puisqu'elles ne sont pas dans les instances de décision, la terre qu'on leur attribue, en général, est une terre très éloignée, très peu cultivable, où l'accès à l'eau est parfois très difficile. Donc, vous voyez, c'est toutes ces contraintes-là. L'autre aspect de cet accès à la terre, c'est que nous n'avons pas encore une politique foncière qui fait que lorsqu'on a une terre, on peut l'amener auprès d'une banque et qu'elle serve de garantie. Donc, c'est aussi un handicap pour cette gente féminine. Et il y a d'autres contraintes qui commencent à être levées, comme des assurances agricoles qui font que en période de spéculation, par exemple, du riz, quand il y a une pandémie, quand il y a les criquets pèlerins, voilà, il y a un certain remboursement de l'investissement, etc. Mais procédures ou outils dont les femmes ne s'approprient pas. Elles ne s'en approprient pas aussi parce que parfois elles ne le savent pas, parce que parfois elles n'ont pas accès à l'information. Et ça, c'est en termes de ressources. L'autre aspect extrêmement important, c'est l'accès à l'information économique. Dans quelque secteur qu'on puisse être, si on n'a pas accès à la bonne information économique, à l'information économique tout court, ça deviendra un frein dans le développement de notre activité. Lorsque je prends les femmes qui sont dans l'agriculture, l'accès à l'information économique peut être l'accès au temps qu'il fait, peut être accès à la spéculation que je compte faire aujourd'hui, cette année. Est-ce que ça risque d'être rentable ou pas? Est-ce que faire du melon en contre-saison peut être mieux que faire du riz? Voilà, ce sont ces informations-là qui sont des outils de prise de décision dont les femmes ont besoin, mais elles en ont besoin dans les langues qu'elles parlent. Cela aussi devient un autre frein, l'accès au savoir. Nos États sont très innovants lorsqu'ils vont chercher du financement, par exemple pour l'environnement, il y a des financements innovants qui ont été mis en place. Alors, il faudrait que nos États pensent aussi à des financements innovants
pour les femmes et pour les jeunes. Beaucoup de choses sont faites, mais à mon sens, ce n'est pas encore pris par le bon bout. Et ce que personnellement aussi je déplore, c'est que beaucoup de nos femmes sont financées sans qu'elles n'aient demandé un financement. Par exemple, si je prends l'épisode de M. Diop, je pense, qui fut directeur du fonds de promotion de l'entrepreneuriat féminin, qui distribuait à travers nos départements 1 milliard par-ci, 600 millions par-là pour les femmes. À ce jour, je ne vois pas quels résultats sont sortis de ces financements-là. C'est pour ça que, et en général, vous savez, lorsque vous donnez à une femme un financement qui n'est pas conséquent, parce qu'en général, quand on donne 600 millions pour tout un département où ça risque de concerner des milliers de femmes, voilà, elles vont se retrouver chacune avec parfois 100 000 francs, 250 000 francs. Que peut-on créer avec? C'est vrai, on peut faire ce qu'on appelle de l'activité génératrice de revenus, mais encore une fois, moi je dis qu'il faudrait qu'on ne fasse pas l'amalgame entre l'activité génératrice de revenus et l'entrepreneuriat féminin. L'activité génératrice de revenus, pour moi, c'est de la lutte contre la pauvreté. Et lorsqu'on parle d'économie, pour moi, il s'agit de créer de la richesse. Donc même cette terminologie, parce que les mots ont leur sens, cette terminologie impacte sur réellement les politiques qui sont mises en place. Lorsqu'on lutte contre la pauvreté, qu'on donne à une femme 100 000 francs pour qu'elle lutte contre sa pauvreté, oui, elle va lutter au quotidien à créer quelque chose pour manger à midi, pour que les enfants, voilà, c'est pour l'immédiat. Mais maintenant, mettons en place des financements conséquents pour permettre à une femme, lorsqu'elle a une idée de projet qui est porteuse, qui est innovante, qui est rentable, qu'elle puisse émerger, créer des emplois décents et créer de la richesse. C'est ça sur le long terme et c'est ce qui va impacter dans nos économies et dans le produit intérieur brut. Vous savez, cette politisation a toujours existé. Et d'ailleurs, moi, je le dis très souvent à la gente féminine. On ne peut pas reprocher à un candidat à l'élection d'utiliser ce corpus électoral que sont les femmes. On ne peut pas le reprocher. Maintenant, je dis très souvent à mes sœurs, lorsqu'on vous fait un financement, lorsque l'État dit nous allons regrouper les femmes, les groupements féminins et nous allons financer, ou bien nous avons financé ces groupements féminins. Maintenant, à nous, en tant qu'individus, de pouvoir nous dire qu'est-ce que je vais créer avec ce qui m'a été donné afin que demain, je ne sois plus dans le lot de celles qui sont encore demandeurs d'aide. Voilà. Et ça, ce n'est plus l'accès à aucun des ressources. Là, ça devient une attitude personnelle. Ça devient un coaching de notre mindset. Ça devient ce que je demande très souvent pour accompagner un financement, c'est les services non financiers. Et dans ces services non financiers-là, ça ne concerne pas seulement mettre en place les outils de gestion, apprendre aux femmes à avoir une comptabilité, non, mais aussi à savoir ce qu'est une entreprise, à créer son leadership personnel, à connaître son moi et à avoir à faire son tracé de vie. Et c'est ce qui va permettre justement à ce qu'une femme, lorsque un gouvernant arrive avec un financement, que ce financement-là puisse être utilisé à bon escient. Non pas qu'on vous donne 100 000 francs, vous arrivez à la maison, la première des choses à faire, c'est acheter du poulet et le faire cuire pour le monsieur, parce que demain, il faudrait bien qu'il vous donne la permission pour que vous puissiez sortir. Voilà, moi je dis, nous ne pourrons jamais contrer cela. C'est à nous maintenant, les femmes, et au réseau de femmes, au groupement de femmes, de pouvoir se dire comment nous allons utiliser ce système-là pour justement que cela crée de la richesse, que cela crée une dynamique
de nivellement par le haut. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous manque. Ce qui nous manque à la femme sénégalaise, ce qui manque à la femme africaine, c'est d'avoir un nivellement par le haut. Vous allez trouver de plus en plus aujourd'hui dans le secteur dit structuré beaucoup de femmes entrepreneurs. Mais est-ce que nous avons la capacité d'être une micro-entreprise, de devenir une petite entreprise, de devenir une moyenne et de devenir une capitaine d'industrie? Voilà. Ce sont ces étapes-là qu'on ne nous a pas appris à faire. Et c'est ce qui nous manque en termes d'entrepreneuriat féminin. L'autre aspect qu'il ne faudrait pas que je l'oublie, j'estime que c'est important, en termes de ressources financières, il faudrait aussi que lorsqu'une femme a un projet de milliard, qu'on finance ce projet de milliard, qu'on ne se dise pas, c'est une femme, pourquoi elle a besoin d'1 milliard pour son projet. Aujourd'hui, vous allez dans les microcrédits, vous allez dans une structure de microcrédit, une femme dépose un projet de 15 millions, elle ne sera jamais financée à 15 millions. On lui donnera 5 millions en lui disant, commencez par cela. Mais le projet, il est étudié, taillé, mesuré pour 15 millions. Lorsque vous lui donnez 5 millions, vous ne pouvez pas demander une atteinte des objectifs définis dans ce projet-là. Et qu'est-ce qui se passe? Détournement d'objectifs par rapport au financement qui est acquis. L'autre aspect sur lequel vraiment il faudrait qu'on s'attarde et qu'on y réfléchisse, c'est qu'aussi, il y a une multitude d'institutions de microcrédit qui font qu'aujourd'hui, les femmes se paupérisent à cause de ce système de microcrédit. Parce que vous venez emprunter chez Pamecas, il vous faut rembourser. Votre activité n'est pas forcément rentable pour que vous puissiez rembourser. Vous allez emprunter chez quelqu'un d'autre pour venir rembourser chez Pamecas. Donc, vous êtes dans un cercle vicieux qui va, in fine, vous amener à devenir plus pauvre que vous l'étiez au départ. Donc, c'est aussi cet aspect-là qu'il nous faut aujourd'hui nous arrêter et l'étudier. Et je pense que lors du dernier conseil ministériel du président de la République sur le crédit, le loyer du crédit, il avait beaucoup insisté sur cela parce que moi, je me demande comment font les femmes pour, lorsqu'elles prennent un crédit et payent un loyer de crédit qui tourne entre 18 et 27%, comment elles arrivent à être rentables. Honnêtement, moi, je ne sais pas. Quand ma banque me demande 12%, je réchigne. Alors, entre 18 et 27%, je ne sais pas comment elles font. Donc, qu'on ne s'étonne pas justement que cette paupérisation-là soit très accentuée. Les femmes ont l'impression qu'elles sont dans les activités, mais en fait, cela n'avance pas beaucoup. Il y a beaucoup plus de paraître qu'autre chose. Mais la fermeture des frontières a eu un réel impact. Lorsque vous voyez, par exemple, pour celles qui exportent, c'est vrai, elles ont pu le faire, mais avec beaucoup de difficultés. Les premiers mois, d'ailleurs, ce n'était même pas pensable. Pour celles qui devaient recevoir les intrants dont elles ont besoin dans leur entreprise, c'était la même chose. Donc, ça a fait quoi? Ça a fait qu'on a eu, parmi nos femmes, parmi nos entreprises, parfois des pertes d'activité, des pertes de chiffre d'affaires qui passaient de 40 à 80%. Ça a été extrêmement difficile. Mais, comme vous savez, j'ai l'habitude de dire que les femmes ont 7 vies comme les chats. Voilà, elles réagissent. Les femmes ont été très résilientes par rapport à ça. Je vais prendre un secteur qui est très prédominant chez nous. C'est le secteur de la transformation alimentaire. Ce que nous avons fait, nous avons recensé. Chez nous, elles représentent 46% de nos femmes, alors que nous sommes 700 entreprises légalement inscrites au niveau de notre patronat. Elles forment 46%. Donc, ça veut dire que près de 5 entreprises sur 10 sont dans le secteur de la transformation alimentaire. Nous les avons toutes recensées sur l'étendue du territoire. Non seulement les recenser, c'était évident, mais c'était surtout recenser leur stock disponible. Nous sommes allés vers l'État du Sénégal, qui, dans sa politique d'accompagner les ménages en termes de fourniture, de denrées alimentaires, donc nous sommes allés voir l'État en lui disant, d'accord, c'est bien,
mais acheter les stocks de nos femmes et pour pouvoir les offrir aux populations. Donc, l'écoute a été là à travers le ministère de la Femme que nous saluons, qui a été très réceptive. Madame Ndeye Saly Diop a été très réceptive par rapport à cela. Donc, les stocks de ces femmes-là ont été achetés par le ministère, donc par l'État, et mis à disposition des populations. Et ça a permis à ces entreprises-là vraiment de pouvoir avoir un peu de bouffée d'oxygène et de pouvoir continuer leurs activités. Mais voilà, aujourd'hui, la Covid est toujours là. La résilience se fait de plus en plus difficile parce que les quelques deniers qui restaient voilà, s'évaporent au fur et à mesure parce que tout simplement, vous savez que l'État a mis en place des mécanismes d'accompagnement aux entreprises. Mais pourquoi nous n'en avons pas profité? Parce que tantôt, je disais que notre économie est une économie du secteur informel. Beaucoup de nos membres qui sont dans le secteur informel, et ça, c'est aussi du tort de nous, entreprises. Lorsque vous n'êtes pas connu de l'État, on ne s'attend pas à ce que l'État vous accompagne, même si par la suite, puisque nous avons quand même beaucoup intervenu par rapport à cela, même si par la suite l'État a demandé au fonds GIP d'accompagner le secteur informel en garantissant des prêts, etc. Mais c'est toujours des prêts qu'il faut rembourser, même si c'est vraiment à des taux défiant toute concurrence, parfois 5%, avec un étalement sur 3 à 5 ans. Donc, c'est quand même à saluer parce que ça a permis à ce que le plus grand nombre de nos entreprises puissent rester, continuer à exister et surtout garder leur personnel avec elles. Mais nous déplorons quand même la perte d'une cinquantaine de nos membres qui ont dû déposer le bilan et disparaître. Donc, ça a été extrêmement difficile. Dans sa politique de structuration de l'économie, l'État a initié toute une politique qui permet, depuis l'auto-entrepreneur, à pouvoir évoluer. Lorsqu'on est dans ce cadre-là, dans cette politique-là, lorsqu'on est une petite entreprise, pouvoir attendre 1 à 2 ans avant de payer des impôts, ce dont on parlait tantôt. Lorsqu'on est une moyenne, avoir des outils et des critères qui vont vous permettre d'évoluer, de quitter la micro-entreprise, aller à la moyenne entreprise. Aujourd'hui, cette loi a été votée, mais nous sommes en attente des décrets d'application. L'autre chose, c'est de pouvoir permettre à la femme d'entrer dans les marchés publics, parce que c'est l'État qui est pourvoyeur de marché. Le plus grand pourvoyeur de marché, c'est l'État. Mais aujourd'hui, les femmes n'arrivent pas à rentrer dans ces marchés publics-là, justement parce que parfois, elles ne sont pas suffisamment capacitées en termes techniques, en termes financiers. Elles n'ont pas les capacités à entrer dans cela. Donc aujourd'hui, l'État devrait réfléchir à comment saucissonner certains marchés pour permettre à ce que ces femmes-là puissent y accéder. Maintenant, plus généralement, quoi faire pour permettre l'émergence des femmes? C'est d'abord mettre coupler deux choses, les services non financiers et les services financiers. À ce jour, autant les organisations internationales, autant des ONG, autant l'État a toujours dit qu'il nous faut former les femmes. D'accord? Vous formez les femmes en gestion, vous les formez même dans leurs outils de travail, c'est-à-dire dans leur know-how, dans ce qu'elles savent faire. Par exemple, transformer l'anacarde. Mais si derrière, il n'y a pas un financement adéquat pour les accompagner jusqu'à la semi-industrialisation, jusqu'à l'industrialisation de ce qu'elles font, c'est peine perdue. Elles recevront le savoir, mais elles n'ont pas d'équipement pour pouvoir accompagner ce qu'elles ont reçu. Un autre temps,
l'État, les organisations, les partenaires ont dit, on va financer les femmes. D'accord. On a financé les femmes, mais pendant ce temps, elles n'avaient pas d'outils de gestion, elles n'avaient pas comment dire, de savoir technique pour pouvoir apporter la qualité, pour pouvoir industrialiser tout leur process. Donc, c'est pour ça que je dis, aujourd'hui, nous avons essentiellement besoin d'avoir ces deux aspects côte à côte. Les services non financiers, les services financiers. Ce qui va permettre à la petite entreprise d'être accompagnée, et toute l'architecture d'ailleurs est là. La DPME, son rôle, c'est d'accompagner depuis l'idée de projet jusqu'à l'entreprise en difficulté. L'accompagner comment? L'accompagner en termes de gouvernance, l'accompagner en termes même de quel équipement dont l'entreprise a besoin, de transfert de technologie, etc. Le FONGIP est là pour garantir, l'ADER est là pour financer. Donc, rationalisons ces différents organes mis en place par l'État pour accompagner les femmes et les jeunes. Donc, services non financiers, services financiers, outiller la femme en termes de savoir, mais l'outiller en termes de financement adéquat. Et j'insiste là-dessus. Il ne s'agit pas de dire « nous allons financer les femmes et faire du saupoudrage ». Non. Qu'on s'arrête, qu'on regarde ce dont l'entreprise a réellement besoin, de quel type d'équipement l'entreprise a besoin, et aller acquérir ces équipements-là, évidemment, lorsque tout le savoir-faire est là et le savoir-être est là. C'est important. L'autre outil qui me semble important, et je le disais tantôt, c'est la capacité de la femme entrepreneur. Il faudrait qu'elle puisse oser. Il faudrait qu'elle puisse, comment le dire, libérer son leadership. Il faudrait qu'elle puisse s'affirmer, qu'elle puisse aller à la recherche, aller chercher les marchés. C'est toute une technique, ça s'apprend. Produire, c'est bien. Regardons, je vous donne un exemple concret. Quasiment tous les groupements de femmes vous font du araou, du tchakri, du tchéré, du machin. J'aime à leur demander à chaque fois, si toutes font du araou, du tchakri, qui va consommer ce araou et ce tchakri-là. Et elles le font pourquoi? Elles le font par mimétisme. Parce qu'en général, l'État va dire, nous allons former les groupements de femmes dans la transformation des produits, des produits fruits et légumes. Donc, toutes vont faire fruits et légumes. Et toutes vont, en général, dans la spéculation mille. Alors qu'il y a d'autres spéculations. Alors qu'on fait d'excellentes et de belles choses dans d'autres spéculations. Nous avons eu à accompagner une femme transformatrice qui est en train de faire des spaghettis de manioc. Macaroni de manioc. Voilà, c'est de l'innovation, c'est de la recherche et c'est faire autrement. Toujours dans le même cadre. L'autre chose, nous sommes dans un pays où même les biscuits sont importés. Alors que l'ITA qui est là, qui est un service de l'État, qui fait des recherches, qui fait des études, qui découvre des choses, qui le met à la portée du secteur privé, a eu à travailler sur la patate douce qui est produite ici chez nous, d'accord, et qui a pu stabiliser cette patate douce. Cette patate douce qui aurait pu nous servir de faire des biscuits de qualité, en quantité, pour nos enfants, dans les écoles. Ouais. Et toute une petite industrie, une petite fabrique de biscuits ne coûte pas plus de 10 millions. Voilà. Donc, puisque je parlais des femmes, il faudrait qu'elles osent. Oser, c'est aller vers l'autre chose. Oser, c'est ne pas faire comme tout le monde. Oser, c'est se dire, comment innover? Comment innover, ça ne veut pas dire ne pas faire ce que mes ancêtres faisaient. C'est peut-être améliorer ce que mes ancêtres faisaient. Je parlais du manioc tantôt. Cette dame-là, pour qu'elle puisse se dire, je vais faire des spaghettis de manioc. Le manioc a toujours existé ici. On en fait de la tchéké, on en fait d'autres choses. On le consomme juste comme ça. Elle s'est dit, comment innover par rapport à cela? C'est ce que j'appelle l'innovation. Donc, amener les femmes à oser, amener les femmes à oser le crédit, à aller vers les banques et à définir leurs besoins.